Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougad Next. Ça y est, la phase de poule est enfin terminée dans cet Eurobasket et on va pouvoir aborder les choses sérieuses avec les quarts de finale. De belles affiches pour ces quarts de finale que vous pouvez retrouver sur le Instagram de Ougad Next, mais également si vous les avez manqués, les résultats de tous les matchs de poule de l'Eurobasket. Alors n'attendez plus et allez vite suivre Ougad Next sur Instagram, vous avez le lien en description. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire la preview de ces quarts de finale, mais aussi pour débriefer ce qui s'est passé lors de la première phase de cet Euro. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, mais également à me dire en commentaire quelle équipe vous a le plus surpris, que ce soit positivement ou négativement, durant la phase de poule de cet Eurobasket. Avant de parler des 8 équipes qui se sont qualifiées pour la phase éliminatoire de l'Euro, on va revenir sur les 8 qui, elles, ont malheureusement vu l'aventure s'écourter, à commencer par les deux équipes du groupe A, la Grèce et la Suisse. La Grèce a joué sa qualification jusqu'au dernier match contre la Turquie, un match qu'elles ont malheureusement perdu. On a senti l'effectif un peu trop court malheureusement, Artemis Panou a tout donné, mais ça n'a pas été suffisant et comme on l'avait prévu, la Grèce n'est pas sortie des poules. La Suisse, quant à elle, a fait plutôt bonne figure jusqu'au dernier match contre l'équipe de France. Dépassée physiquement et techniquement, elle n'a pas eu les armes pour répondre à l'armada des Bleus, mais a tout de même montré un très joli visage lors des deux premiers matchs. Malheureusement pour elle, le manque de talent global de l'effectif, mais aussi le manque de densité physique auront eu raison d'elle, et elles repartent de l'Euro avec un bilan de 0 victoire pour 3 défaites. Dans le groupe B, on a eu quelques surprises, à commencer par la Slovénie qui termine avec un bilan de 1 victoire pour 2 défaites et qui aura montré de belles choses par séquence, mais malheureusement un match ça se joue sur 40 minutes et pas sur 8, et on n'aura jamais retrouvé la Slovénie qu'on avait vue lors des phases de qualification ou pendant la prépa. La grosse satisfaction pour les Slovènes, c'est le tournoi de Jessica Shepard. Pour son premier Euro, elle a absolument dominé tous ses vis-à-vis, et c'est bien la seule chose à retenir du côté de la Slovénie puisque le supporting cast n'a vraiment pas été au niveau. La deuxième équipe éliminée de ce groupe, c'est la Serbie qui finit avec un bilan de 0 victoire pour 3 défaites. Elles se sont essentiellement reposées sur l'apport offensif d'Ivan Anderson et Jovana Nogic, et depuis les retraites internationales de Sreven Dakic et de Krasnic, le secteur intérieur serbe n'arrive pas à suivre et ça fait forcément mal au plus haut niveau. On a donc retrouvé une Serbie en bout de course qui vient illustrer le creux générationnel dont on parlait lors des previews. Dans le groupe C, logiquement, le Portugal et le Monténégro n'ont pas réussi à se hisser jusqu'en quart. Le Monténégro a beaucoup souffert de l'absence de dernière minute de Nataša Mak et n'a jamais su trouver les armes pour répondre à l'adversité qu'elles ont pu rencontrer lors des matchs. Pour le Portugal, le bilan est un petit peu différent, avec notamment une première victoire historique pour une première participation à l'Euro. Équipe très physique, elles ont réussi à poser des problèmes à quasiment toutes les équipes du groupe, même si sur la durée d'un match, on sentait que le manque de talent et de profondeur de l'effectif posait réellement problème. La victoire face au Monténégro lors de la dernière journée vient récompenser le beau parcours du Portugal pendant les qualifs et lors de cet Euro. Le groupe B avait souvent été décrit comme le groupe de la mort, mais finalement ça a plutôt été le cas du groupe D où tout s'est joué lors de la dernière journée. Et au final, ce sont la Suède et la Grande-Bretagne qui passent à la trappe. La Suède a tenté le pari lors de la dernière rencontre de pousser l'Espagne jusqu'en prolongation, alors qu'elles avaient une chance de gagner sur un lancer franc puis sur le rebond offensif qu'elles ont pris. Pour elles, cependant, une victoire de moins de 8 points n'était pas suffisante, puisqu'elle aurait laissé leur destin dans les mains de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, et elles voulaient s'imposer 2-8 pour être sûres d'être qualifiées en quart. Paris risqué donc, mais Paris perdant, puisqu'elles finissent par s'incliner, mais auront tout de même montré de belles choses lors de cet Euro et auront posé des problèmes à quasiment toutes les équipes du groupe. La Grande-Bretagne, quant à elle, devait s'imposer de 11 points pour passer devant l'Allemagne au classement et se qualifier en quart de finale. Malheureusement pour elle, un premier quart-temps calamiteux ne leur a pas permis de prendre les devants dans ce match, et elles finissent par s'incliner au terme d'un match maîtrisé par les Allemandes, même s'il y a eu une petite frayeur dans le troisième quart-temps. Si la Grande-Bretagne a montré de belles choses lors de cet Euro, elle était quand même bien en dessous des trois autres équipes du groupe, et leur inconstance lors des matchs leur a coûté cher au final. Ça y est, les choses sérieuses commencent avec la phase à élimination directe, et vous pouvez voir sur ce tableau de la FIBA le tableau final pour cet Eurobasket. A commencer donc par les quarts de finale, le premier opposant la France à la Lituanie, qui rencontrera en demi-finale le vainqueur de Espagne-République tchèque. De l'autre côté du tableau, on aura un premier quart de finale entre l'Italie et la Turquie, et le gagnant de ce quart affrontera le vainqueur de Belgique-Allemagne. Mais avant de penser à une potentielle demi-finale, concentrons-nous sur ces quarts, avec le premier dans l'ordre chronologique, c'est celui de mardi à 16h30 et il concerne l'équipe de France qui affrontera la Lituanie. Si sur le papier la France ne devrait faire qu'une bouchée de la Lituanie, attention tout de même car elle a montré un plutôt joli visage lors de la phase de poule.
En effet, si lors de la preview du groupe B, je vous avais prévenu que la Lituanie pourrait être l'équipe surprise de ce groupe, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'elle montre d'aussi belles choses sur ce début de compétition. Derrière son duo d'extérieur, Juste Josite et Laura Djouskaite, la Lituanie a des armes pour embêter les Françaises, en particulier si elles arrivent à trouver de l'adresse extérieure. Si la réussite extérieure les a un petit peu fuis depuis le début de compétition, les Lituaniennes peuvent vraiment prendre une autre dimension lorsque ça tombe dedans. Équipe qui contrôle très bien le rebond, elle n'offre pas beaucoup de points après rebond offensif pour les équipes adverses. Ça c'est un point important à noter car la France marque quasiment 20 points sur seconde chance depuis le début de l'Euro. A noter également, la Lituanie est très bonne pour provoquer des fautes et aller sur la ligne des lancers francs avec quasiment 27 tentatives par match. Il faudra donc faire attention pour les Françaises à ne pas se faire avoir et à offrir des points gratuits à l'adversaire. Pour la Lituanie, le plus gros défaut sera la profondeur de banc et ses rotations. En effet, depuis le début de compétition, elle ne tourne qu'à 7 joueuses, et dans un tournoi aussi court face à un adversaire aussi athlétique que l'équipe de France, la fatigue pourrait se faire ressentir. Côté bleu, il s'agira de montrer le même visage que lors de la deuxième mi-temps face à la Grèce. Derrière une Janelle Salin totalement intenable depuis le début de l'Euro, la France a tout de même des difficultés à développer son attaque sur jeu placé. Illustration flagrante de ce manque de création chez les Bleus, c'est l'utilisation d'Iliana Rupert, qui est à l'heure actuelle la 5e ou 6e option offensive de l'équipe de France. En effet, petite stat qui pourrait faire peur à certains, mais des joueuses comme Minia Touré ou Leila Lacan par exemple prennent quasiment autant voire plus de tirs qu'Iliana Rupert depuis le début de la compétition. Si j'ai fait une vidéo complète sur l'explosion possible de la génération 2001 lors de cet Euro, malheureusement Jean-Aimé Toupin n'a pas dû recevoir le mémo et il ne sait toujours pas mettre en avant les qualités incroyables d'Iliana Rupert, l'une des meilleures intérieures d'Europe on le rappelle. Autre chose à noter pour les Bleus, c'est le cas de Pauline Astier qui est selon moi beaucoup trop peu utilisé. En effet, le sélectionneur a décidé de commencer les matchs avec Romane Berniès et Minia Touré, mais on l'a vu dès les premières minutes face à la Turquie, ce bac court fonctionne très mal. En effet, si Minia est très douée pour se créer ses propres tirs, elle a du mal à créer pour les autres. Tandis que pour Romane Berniès, le problème est le même depuis pas mal de temps déjà. Quand elle est sur le terrain, l'équipe de France attaque seulement avec 4 joueuses. Si elle est capable d'apporter sur certaines séquences, notamment défensivement, offensivement, il lui faut une joueuse beaucoup plus créatrice à côté d'elle, et cette personne, c'est Pauline Astier. À chacune de ses entrées sur le terrain, elle décante totalement les situations offensives pour l'équipe de France, que ce soit par la passe ou par le drive. C'est quasiment la seule joueuse de l'effectif à être capable de fixer des intervalles et de libérer les ballons dans les bons timings et les bons espaces pour ses coéquipières. Contre la Lituanie, l'apport de Pauline pourrait donc être primordial pour faire défendre un petit peu une joueuse comme Juste Cité. Un autre point qui sera très important pour les Bleus dans cette match-up, c'est le contrôle du secteur intérieur. En effet, depuis le début de compétition, les Bleus ont souffert face aux intérieurs adverses, en particulier Tera McCohan et Mariela Fasoula. Et si les intérieures lituaniennes sont un peu moins talentueuses que les deux joueuses que j'ai citées précédemment, elles pourront tout de même poser des problèmes aux Bleus si elles les laissent rentrer dans leur zone de confort. Défensivement, après un premier match très poussif, les Bleus ont réussi à retrouver un peu de rythme et d'intensité, et il sera essentiel pour elles de développer leur jeu de transition pour scorer sur jeu rapide. Attention également à l'adresse extérieure, car si sur les deux derniers matchs l'adresse est revenue, sur le premier ça a été très compliqué, et cette équipe donne tout de même l'impression de vivre et mourir par son adresse extérieure. Il s'agira donc de trouver de l'alternance dans le jeu, comme a pu le faire Janelle par exemple sur le dernier match contre la Suisse, provoquant des drives et allant chercher des points sur la ligne des lancers francs. Autre satisfaction côté bleu sur ce début de tournoi, ce sont les rentrées de Noémie Brochant, qui apporte de vraies bonnes minutes en sortie de banc, notamment grâce à son adresse de loin. Si les Bleus devraient s'en sortir assez facilement en étant sérieuses, il faudra tout de même faire attention à cette équipe de la Lituanie qui surprend un peu tout le monde sur cette compétition et qui pourrait poser de vrais problèmes à cette équipe de France. La match-up clé de ce quart de finale, c'est le duel entre Janelle Salin et Laura Djouskaite. Comme je le disais tout à l'heure, Janelle marche totalement sur l'eau avec quasiment 21 points, 4 rebonds, 2 passes et 23 d'évaluation sur le début de compétition avec des pourcentages absolument indécents. De l'autre côté, Laura Djouskaite tourne à 13 points, 7 rebonds, quasiment 3 passes pour 13 d'évaluation et a eu une adresse très fluctuante sur les 3 matchs, mais peut tout de même prendre feu à tout moment et faire basculer la rencontre. L'apport de ces deux joueuses sera donc primordial pour leurs équipes respectives, mais on donne tout de même l'avantage à Janelle, tout d'abord grâce à sa facilité offensivement depuis le début du tournoi, mais également pour ses efforts défensifs. Le tournoi débute donc réellement pour les Bleus avec ce quart de finale, et la Lituanie tentera de jouer les troubles faites, même si l'avantage reste tout de même du côté français. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe vous voyez remporter ce quart de finale et passer au prochain tour.
On va aller un petit peu plus vite pour les prochains quarts de finale et on continue avec le second qui se jouera mardi à 19h30 entre l'Italie, première du groupe B, et la Turquie, deuxième du groupe A. Petite opposition de style entre ces deux équipes, avec une Turquie qui se repose essentiellement sur Terra McCowan, même si certaines de ses extérieurs font très bien le job depuis le début de la compète, et l'Italie qui donne carte blanche à Cecilia Zandalassini, qui, comme sa coéquipière au Golden State Valkyries Janelle Salin, marche complètement sur l'eau sur ce début de tournoi. Dominante au rebond, la Turquie pourrait poser de vrais problèmes au secteur intérieur de l'Italie, qui est parfois un petit peu soft. Mais attention tout de même pour la Turquie, et en particulier pour le secteur extérieur, car l'Italie est une équipe assez agressive en défense qui vole beaucoup de ballons et qui se régale à les exploiter avec pas moins de 16 points par match sur des pertes de balles. De son côté, la Turquie a tendance à perdre trop de ballons, quasiment 17 de moyenne sur le début de la compétition, et ça pourrait être rédhibitoire pour passer au prochain tour. Si l'Italie arrive donc à réguler l'apport de Terra McCowan, en particulier dans la peinture, ça devrait le faire pour elle. Mais attention car les Turcs ont de la ressource, et ça s'est vu notamment lors des matchs de poule, avec des joueuses différentes qui ont su répondre à l'appel à chaque match. Que ce soit Alperi Onar, Sevgi Uzun ou encore Olkay Shakir qui fait un très bon tournoi, la Turquie a des ressources pour embêter les Italiennes. À l'intérieur, au-delà de Terra McCowan, Tilbe Senurek fait également un très bel Euro et a su élever son niveau de jeu face à la Grèce pour qualifier son équipe. Pour l'Italie, il s'agira d'apporter à Cecilia Zandalassini un peu d'aide, en particulier offensivement. Si Jasmine Keys est capable d'apporter quelques points par-ci par-là, elle est encore très irrégulière, tandis que Lorela Kubai galère à retrouver le rayonnement qu'elle avait eu lors des qualifiers. La satisfaction côté italien, c'est l'Euro de Constanza Verona. On l'avait déjà vu avec sa très belle saison du côté de Schio, mais elle apporte de vraies bonnes minutes à cette équipe italienne, en particulier avec la blessure de Mathilde Villa. Son apport au rebond offensif apporte un vrai plus à cette équipe italienne et permet de scorer sur des possessions supplémentaires. Si ce quart semble assez équilibré, je mettrai tout de même un petit avantage à la Turquie. Oui, ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais je pense que la Turquie a un effectif un poil plus profond que l'Italie et ça pourrait faire la différence sur ce genre de match. À l'heure actuelle, je ne suis en effet pas sûr que l'Italie ait les ressources nécessaires pour arrêter une joueuse comme Terra McCowan et elle pourrait donc faire un énorme chantier dans la raquette. Offensivement, on a également vu l'Italie galérer un petit peu quand Cecilia n'a pas la balle en main, et si elle est sans aucun doute possible la meilleure joueuse de cette rencontre, elle sera au centre des préoccupations turques qui pourraient s'adapter très vite défensivement pour essayer de la ralentir. Si le supporting cast italien ne répond pas à l'appel, il sera donc extrêmement compliqué pour l'Italie de s'imposer. Pour moi, cette rencontre, c'est donc du 55-45 en faveur de la Turquie, et le duel clé de cette rencontre sera pour moi celui entre Cecilia Zandalassini et Sevgi Uzun. Intenable depuis le début de l'Euro, Cecilia tourne à 19 points, 8 rebonds, 2 passes pour 22 d'évaluation dans la compétition. De son côté, Sevgi a été beaucoup plus inconstante, avec 11 points, 2 rebonds, 3 passes pour quasiment 11 d'évaluation. Si elle a eu un peu de mal avec son adresse de loin en début de tournoi, elle a su trouver la mire contre la Grèce, et si elle continue sur cette lancée, elle pourrait être un vrai facteur X dans la rencontre pour la Turquie. L'objectif pour elle sera aussi de faire défendre Cecilia le plus possible pour que son rayonnement en attaque soit moindre. Si d'autres duels comme celui de McCowan avec Kubai ou Verona avec Onar peuvent être intéressants, je pense cependant que celui-ci devrait être le tournant du match. Avant-dernier quart de finale qui opposera l'Espagne, première du groupe D, à la République tchèque, deuxième du groupe C. Ce quart de finale sera d'ailleurs pour moi l'un des plus équilibrés et pourrait nous réserver quelques surprises. En effet, si l'Espagne a dominé ses deux premières rencontres et était certainement sur ces deux premières journées la meilleure équipe de l'Eurobasket, on a retrouvé l'Espagne de la préparation lors du dernier match contre la Suède. Privée d'Elena Pueyo depuis le premier match, l'Espagne souffre cruellement sur les rotations extérieures et son retour ou son absence pourrait être déterminant dans la rencontre contre la République tchèque. En effet, depuis son absence, la philosophie de l'équipe a un petit peu changé et c'est Alba Torrens qui devient la première option offensive de l'Espagne. Si cela peut fonctionner par séquence, malheureusement sur la durée d'un match, ça devient beaucoup plus compliqué pour Alba, étant donné que le poids des années commence à se faire ressentir. Si on a vu une Espagne très en place défensivement lors des deux premiers matchs, on a eu du mal à la retrouver lors du dernier contre la Suède, et une contre-performance de ce côté du terrain face à la République tchèque pourrait coûter cher et les sortir du tournoi. Face à une équipe assez grande et très physique, l'Espagne pourrait donc souffrir, en particulier à l'intérieur et au rebond, elle qui a tendance à concéder pas mal de rebonds offensifs de ses adversaires. Le point le plus important pour l'Espagne sera de réussir à courir en transition et en particulier avec les jeunes sur le terrain. On en parlait déjà pendant la preview, mais le début de tournoi du Quatuor
Iana Martin, Elena Buenavida, Awa Pham et Raquel Carrera est très bon pour cette équipe espagnole, et si elles sont en difficulté offensivement sur certains matchs, elles se rattrapent en défense, étant impériales de ce côté-là du terrain. Si seulement Miguel Mendes pouvait m'entendre et donner plus de temps de jeu aux quatre en même temps, ça serait parfait et ça permettrait, je pense, à l'Espagne de s'en sortir relativement facilement. Malheureusement pour nous, on a le droit jusqu'à maintenant à quasiment 30 minutes de Mariona Ortiz et 25 minutes d'Andrea Vilaro. Même chose pour Raquel Carrera qui revient de blessure et donc avec un temps de jeu limité, mais qui ne joue que 17 minutes. Pourtant, chaque rentrée sur le terrain impacte vraiment l'équipe espagnole et leur fait passer un vrai cap défensivement. Son association avec Awa Pham lors des dernières minutes du match contre la Suède a d'ailleurs montré de très belles choses et j'espère qu'on arrivera à les voir ensemble sur le terrain face à la République tchèque. De son côté, les Tchèques sortent d'une belle phase de groupe et ont même réussi à poser de vrais soucis à la Belgique pendant quasiment 3 quarts temps. En effet, lors de la finale pour la première place du groupe C, elles ont pris un run dans le troisième qui les a mis un petit peu hors course pour la fin du match, mais sinon elles ont fait jeu égal avec les championnes d'Europe en titre. Ce mélange d'expérience et de jeunesse chez les Tchèques fait vraiment bon ménage, et les deux jeunes Eliska Hamsova et Emma Tchekova montrent de vraies belles choses dans ce tournoi. Si aucune joueuse ne sort réellement du lot, c'est parce que l'effort est collectif des deux côtés du terrain, et la densité physique qu'elles amènent pourront vraiment poser des problèmes à l'Espagne. Attention tout de même à prendre soin du ballon et ne pas le perdre trop souvent, car ça pourrait donner des munitions aux Espagnols qu'elles ne se feront pas prier de convertir. Si l'Espagne est sérieuse et en particulier avec le retour potentiel d'Elena Pueyo, je pense qu'elle devrait passer en demi-finale. Attention tout de même car la République tchèque a des vraies armes et un collectif taillé pour gêner les Espagnols. La bataille à l'intérieur sera primordiale, en particulier au rebond, et l'apport des jeunes joueuses pour les deux équipes pourrait être déterminant dans le succès final. La match-up clé pour cette rencontre, c'est celle d'Awa Pham et Julia Rezingerova. En difficulté offensivement sur le début de tournoi, Awa a tout de même montré de très belles choses défensivement dans ses déplacements, ses contestations de tir et sa capacité à aller au rebond. Son dernier match contre la Suède est bien plus encourageant offensivement et elle termine la phase de groupe avec 7 points, 4 rebonds, 2 passes pour 8 d'évaluation. De l'autre côté, c'est Julia Rezingerova que j'ai décidé de mettre en avant. L'intérieur tchèque est la seule joueuse de l'effectif à tourner à plus de 10 points de moyenne sur le début de compétition. Elle ajoute à ça 3 rebonds, un peu moins d'une passe pour 7 d'évaluation, et le duel pourrait être déterminant pour ces deux équipes. Ces deux intérieurs sont des joueuses de très grande taille, et si l'une des deux prend l'ascendant sur l'autre dans ce match, ça pourrait vraiment débloquer des situations pour son équipe. La mobilité d'Awa Pham pourrait gêner Rezingerova, mais attention car la joueuse tchèque est beaucoup plus physique dans la peinture et pourrait très vite faire des fautes à l'intérieur espagnol. Ce duel dans la raquette sera donc à surveiller et pourrait faire la différence pour la République tchèque comme pour l'Espagne. La dernière affiche de ces quarts de finale opposera la Belgique, première du groupe C, à l'Allemagne, deuxième du groupe D. Et c'est une affiche qui pourrait commencer à devenir une rivalité, les deux équipes s'étant déjà rencontrées lors des Jeux Olympiques en phase de poule l'été dernier. Depuis, les équipes se sont jouées en prépa, mais l'équipe allemande n'avait rien à voir à celle de la compétition, puisque ses deux meilleures joueuses Léonie Fibisch et Luisa Gesselsoder n'étaient pas dans l'effectif à ce moment-là. Privée de ses stars, l'Allemagne a quand même montré qu'elle avait les ressources nécessaires pour se qualifier jusqu'aux phases à élimination directe, mais pourrait tomber sur un os lors de cette rencontre contre la Belgique. Malmenées contre l'Espagne où elles ont explosé au bout de 3 quarts temps, les Allemandes se sont également fait quelques frayeurs face à la Suède et la Grande-Bretagne. De son côté, la Belgique termine invaincue mais n'a pas réellement convaincu lors de cette phase de groupe. On a du mal à retrouver la Belgique championne d'Europe en 2023 avec un jeu basé sur des coupes dans le dos, du mouvement et un partage de ballons incessant. Sur cette phase de groupe, l'attaque est très stéréotypée, quasiment tous les ballons passent par Emma Messmann et Caroline Skens au poste bas et on les laisse un petit peu se débrouiller pour décanter les situations. Ajoutez à ça une adresse à 3 points calamiteuse et vous avez une Belgique qui gagne mais qui n'arrive pas à convaincre. Et si l'adresse extérieure n'est pas là lors de la confrontation face à l'Allemagne, ça pourrait poser de vrais problèmes aux Belgian Cats. Car l'Allemagne a les armes pour répondre au secteur intérieur belge, notamment grâce à Luisa Gesselsoder, Frida Bouhner ou Émilie Bessoir. Ajoutez à ça la versatilité de Léonie Fibisch et l'Allemagne pourrait vraiment poser des soucis à cette équipe belge. Défensivement, les Belges ont aussi beaucoup de mal sur ce début de compétition. En effet, si on avait l'habitude de les voir plutôt souveraines de ce côté-là du terrain, la défense pose clairement question depuis le début de la compète. Cependant, face à une équipe d'Allemagne privée de ses stars, la Belgique devrait tout de même s'en sortir assez facilement, je pense, en particulier grâce à sa domination au rebond et sa capacité à jouer vite sur certaines séquences.
L'apport du banc sera également primordial, car l'Allemagne n'a pas la chance d'avoir la profondeur de l'équipe belge. Derrière le trio Fibisch, Gesselsoder et Booner, l'Allemagne a du mal à trouver des joueuses capables d'alimenter la marque, tandis que pour les Belgian Cats, au-delà des 4 fantastiques, il y a toujours une joueuse de rotation capable d'apporter sa dizaine de points par match. Attention tout de même pour la Belgique à ne pas perdre trop de ballons et à offrir des munitions à cette équipe allemande, mais également à bien verrouiller la raquette contre cette équipe allemande qui score énormément dans la peinture. La Belgique a l'occasion, avec cette confrontation, d'entrer réellement dans son tournoi et d'envoyer un message au reste de la compétition. Le duel clé pour cette rencontre, ce sera l'affrontement à l'intérieur entre Louisa Gesselsoder et Emma Messmann. Si Emma Messmann a encore une fois des stats dignes d'une MVP avec 18 points, 8 rebonds, 6 passes pour quasiment 28 d'évaluation, Louisa Gesselsoder fait également un très beau tournoi avec 17 points, 7 rebonds, 4 passes pour 19 d'éval. Avec des profils assez similaires, des intérieurs capables de jouer dessous, de s'écarter et de faire jouer les autres, le duel entre les deux joueuses devrait être excellent à suivre. Si on ne doute pas de la capacité des deux joueuses à apporter offensivement, il faudra, en particulier pour Louisa, piocher dans ses réserves pour essayer de ralentir au maximum l'impact que peut avoir Emma sur les matchs. De son côté, Emma Messmann est une défenseuse très sous-cotée et sa capacité de lecture défensive devrait l'aider à remporter son duel face à Louisa Gesselsoder. Louisa nous a déjà offert une confrontation de très haut niveau avec Raquel Carrera lors du deuxième match de groupe, et elle pourrait remettre ça face à Emma Messmann en espérant cette fois-ci une qualification pour l'Allemagne. Emma de son côté sera toujours au cœur du jeu côté belge, et une grande performance de sa part assurerait quasiment instantanément une qualification pour les Belgian Cats. Et voilà, on a fait le tour pour ces previews des quarts de finale. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait, mais également à me dire dans les commentaires quels sont vos pronostics pour ces quarts. Petite information pratique pour les quarts de finale, le match de l'équipe de France sera diffusé à 16h30 sur TF1+, mais également sur TMC, tandis que les 3 autres quarts seront sur la plateforme de la FIBA Courtside 1891. Si vous voulez être tenu informé de ce qui se passe pendant l'Eurobasket en temps réel, n'hésitez pas à suivre WoGatNext sur Twitter, mais également sur Instagram, puisque chaque jour on poste le programme du jour, les résultats de chaque match avec quelques détails, mais également un point classement. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve sur YouTube jeudi pour débriefer les quarts de finale et faire la preview des demi-finales. Peace out!